Retour dans politique et cette affaire François Fillon, le discret François Fillon que l'on découvre petit à petit et la tempête médiatique et judiciaire. Donc on continue d'en parler avec Jean-Marie Colombani de Slate.fr, Georges-Marc Benamou, écrivain et producteur, Roland Querol, politologue et Carole Barjon, chef du service politique à l'Obs. J'aimerais qu'on écoute eh bien, celui qui a donné la charge la plus violente, dans le fond, c'est François Bayrou. C'était hier aux 4 vérités sur le rapport à l'argent de François Fillon. On l'écoute. Jamais dans l'histoire de la République, un candidat aux plus hautes fonctions, à la présidence de la République, n'a été ainsi sous l'influence des puissances d'argent. C'est pas rien ce que vous dites ce matin, François Bayrou. Et si vous jetez un coup d'œil sur l'ensemble du champ politique aujourd'hui, alors vous verrez que l'argent s'insinue partout. Alors, de quoi parle-t-il, François Bayrou? Est-ce qu'il parle des liens, effectivement, entre politique et argent, mais on sait bien que ça concerne tout le monde, ou plutôt, principalement, de François Fillon, son rapport avec les puissances de l'argent, c'est-à-dire, on sait le patron d'AXA, de la Charrière... Enfin, il a dit ça, il a dit sur Emmanuel Macron à peu près la même chose il y a 15 jours. C'est vrai. Et à mon avis, si on cherche bien sur Sarkozy, il y a 2 ans ou 4 ans, il a dû dire la même chose. Il l'a écrit même. Ouais. Il l'a écrit. Donc, c'est une phrase un peu passe-partout. Oui, mais là, n'empêche que ça tombe à point nommé. Enfin, ça fait mal. Écoutez, il dit les puissances de l'argent. C'est une phrase très connue de Peggy. C'est une phrase très connue de Peggy surtout. Oui. Et c'est pas absurde de citer Peggy quand on vise la cible que vise François Bayrou. Il a très envie d'être candidat à la présidentielle, oui, en fait, c'est ça, et son électorat naturel dans cette élection, ce seraient les centristes, les modérés, de tradition chrétienne, qui sont choqués par ces histoires d'argent. C'est un milieu dans lequel, si on en a, il ne faut pas le montrer, il ne faut pas le gagner illégalement. Voilà. Et donc, il sait ce qu'il fait. Il s'en est en effet déjà pris à d'autres. Mais là, ça a un sens, et y compris dire les puissances de l'argent, c'est pour choquer encore un peu plus cet électorat centriste et modéré, ou d'une droite vraiment modérée, et qui sont moralement choqués. Ce n'est pas les affaires judiciaires qui les intéressent, c'est est-ce que ça se fait, quoi. Et leur réponse à eux, pour le moment, c'est ça. Ça se fait pas. Donc, ils ont un petit peu déserté Fillon. Sur la base de ces 5% d'intention de vote dans les sondages, Bayrou peut espérer faire une percée sur ce genre de public. Et d'ailleurs, il pourra, s'il a intérêt à bien réfléchir, parce que s'il ne dépasse pas les 5%, il n'est pas remboursé de ses frais de campagne, donc il aura peut-être des problèmes d'argent. Mais son secours. Jean-Marie, j'aimerais vous... Non, mais oui, d'accord. Moi, François Mitterrand, en nous quittant, nous a dit, je crois aux forces de l'esprit, et il est évident qu'à travers François Bayrou, c'est François Mitterrand qui s'exprimait, l'argent qui dort, l'argent qui corrompt. C'est un thème récurrent. C'est un thème récurrent dans toute campagne politique. L'argent qui écrase la conscience des hommes. Toujours, depuis François Mitterrand jusqu'à j'ai un ennemi, c'est la finance, le monde de la finance. Donc c'était une très grande continuité. C'est un ressort extrêmement puissant dans un pays comme le nôtre, qui est de culture quand même majoritairement catholique et qui consiste à penser qu'il est plus difficile à un chameau de passer à travers le chat d'une aiguille qu'à un riche d'accéder au royaume des bienheureux. Alors, donc, quand on a cette culture-là, évidemment, mais cela dit, ça ne justifie jamais, et ça ne peut jamais justifier des comportements qui, en effet, partout ailleurs, seraient peut-être plus durement sanctionnés qu'ici même. Donc, mais la question... Mais la question que je voulais vous poser, vous m'avez un peu devancé, tant mieux, mais c'est effectivement il y a le politique et l'argent, mais est-ce que ce n'est pas le reflet du rapport de la France avec l'argent? On est aussi qui a à voir avec l'Église, l'argent, qui est un vieux pays chrétien. Est-ce qu'on n'entretient pas un lien d'hypocrisie avec l'argent dans notre pays? On cachait ce fric que je ne saurais voir. D'hypocrisie sûrement, mais en même temps, à César ce qui est à César. Jamais ce qu'évoquait Roland tout à l'heure, c'est-à-dire la quête illégale de l'argent, ou la quête illégitime, comme le disait Carole tout à l'heure. Parce que c'est vrai que là, on entre dans des zones qui ne sont pas en effet admissibles, et qu'encore une fois, dans d'autres pays, seraient sanctionnés plus durement et plus rapidement que chez nous. Là, nous sommes en train d'attendre paisiblement que les magistrats se prononcent, paisiblement que la campagne se déroule avec le même candidat qui est en place. Il me semble que dans d'autres pays voisins même, et amis, la campagne se serait arrêtée là. Probablement le parti
du candidat en question l'aurait peut-être forcé à démissionner. C'est vrai, mais c'est difficile de virer quelqu'un qui a été élu à l'issue Alors, d'une il primaire. y a eu des primaires ouvertes. Qui lui a donné une effectivement. légitimité très forte. Voilà. Et c'est d'ailleurs de ça qu'il argue. Je voudrais continuer sur le sujet de l'argent et de notre rapport à l'argent. Georges Marc, vous avez bien connu d'être un peu docteur S. Mitterrand, vous l'avez accompagné. Et Jean-Marie rappelait cette phrase de Mitterrand, l'argent qui corrompt, l'argent qui achète, l'argent qui écrase jusqu'à la conscience des hommes. Alors chez lui, ça avait un côté effectivement... Voilà. Et pourtant, Mitterrand était un homme qui aimait aussi l'argent. Il en avait besoin. Quand il est ami avec Grossouvre, avec Rousselet, avec Pelat, etc. Donc son rapport aussi à l'argent, il crachait sur l'argent, mais il était attiré par ces hommes d'affaires, par ces puissances de l'argent. On ne peut pas le nier. Probablement utilitariste, c'est effectivement, avec ces milliardaires. Ouais. Écoutez, moi je pense que la génération Mitterrand, Chirac, tout ça, c'est une génération qui avait un rapport à l'argent qui est quand même un peu bizarre et qui semble un peu extravagant et qui est très radicalement différent de Fillon. Et Fillon, il est en train de payer justement ce passage de témoin dans des pratiques qui, même si elles sont infiniment moins graves que Chirac, peut-être Mitterrand, je ne sais pas, sont plus supportables. Alors en attendant, Marine Le Pen passe entre les gouttes. Ça, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Le Parlement européen lui réclame 1 million d'euros pour 6 eurodéputés eurodéputés, oui, qui seraient, dont Marine Le Pen, qui seraient donc, il y aurait des emplois présumés fictifs, et elle leur a fait un bras d'honneur. Mais dans ce cas, il faut le dire, il n'est pas question d'enrichissement personnel. Et puis, peut-être aussi, c'est le Parlement européen, donc les Français se disent on n'aime pas l'Europe, on n'aime pas le Parlement européen. Donc, est-ce que pour quelle raison, dans le fond, raison n'est pas raison, mais moi, je trouve quand même assez ahurissant qu'il y ait une jouissance des médias sur cette affaire Fillon, qui est scandaleuse, effectivement, et qui n'est pas la même jouissance, le même emballement, la même persistance à demander à Madame Marine Le Pen pourquoi elle a engagé son amant dont elle est tombée amoureuse avant, après, je ne sais pas ce qu'elle nous explique. Non, mais il y a quand même, y compris chez nos confrères, enfin, cette manière d'être uniquement à charge sur Fillon, comme on était à charge sur d'autres, et de ne pas s'intéresser. Comme si, pendant 20 ans, on a fait la chasse au Front National, maintenant, on laisse tout passer. Il y a quelque chose qui me rappelle ce que disait la psychanalyste Elisabeth Roudinesco. Est-ce qu'il n'y a pas, inconsciemment, une envie de fascisme en France? C'est cette question que je me pose, cette jouissance contre des choses pas bien qu'aurait fait M. Fillon, et cette impunité dont bénéficie Madame Marine Le Pen, c'est son amant et tous ses collaborateurs. Il faut quand même se poser la question. Oui, après tout, tout le monde désormais connaît Pénélope Fillon, qui connaît l'ancienne belle-sœur de Madame Le Pen, qui est depuis 20 ans sa secrétaire, puis sa chef de cabinet, qui a toujours été à Paris, que tous les journalistes qui travaillent sur le Front National connaissent, parce que c'est par elle qu'on voit Madame Le Pen à Paris. Cette femme qui n'a jamais mis les pieds, ni à Strasbourg, ni à Bruxelles, et qui a été pendant ce temps-là payée par le Parlement européen. Voilà, c'est je dirais, le même genre d'affaires. Juridiquement, ça y ressemble. Et quand vous dites pas d'enrichissement personnel, mais enrichissement du parti, en droit, c'est exactement la même chose. Et j'allais vous dire... Il y a les micro-partis. Et j'allais vous dire, moralement aussi, mais c'est pas les micro-partis. Les micro-partis, c'est une blague. Elle a aussi une affaire sur le... Rappelez qu'Alain Juppé a été condamné pour, en effet, des comportements qui concernaient son parti, et pas du tout de son enrichissement personnel, mais il a été lourdement condamné. Alors que pour Madame Marine Le Pen, il ne se passe absolument rien, notamment sur ces micro-partis dont on dit ou dont on a écrit qu'ils surfacturaient les éléments de campagne obligatoires pour les candidats du Front National et qui reviennent dans la caisse de ce micro-parti, qui est la caisse de Marine Le Pen ou la caisse de Jean-Marie Le Pen. Donc, en effet, ce que tu disais à l'instant était assez évident. Et sur l'envie de fascisme, inconsciemment, ou cette fascination de... Je me souviens vous avoir cité une étude récente qui consistait à dire qu'une majorité de Français aujourd'hui étaient prêts à adhérer à un homme fort qui ne se préoccupe ni des élections, ni du Parlement. Donc le substrat, c'est ça. Alors, non, il faut le pas sondage ne disait pas cela. C'était le titre du Monde. Oui, mais le sondage ne disait pas ça. Le sondage disait que ce que voulait la grande majorité des gens qui étaient consultés, c'est une participation permanente des citoyens. Ce que vous citez, ça n'était cité que par eux. Une demande d'autorité. Non, c'était extrêmement minoritaire. Quand vous citez les sondages, si vous y croyez, citez-les exactement. Là, le Monde a fait un titre ahurissant qui n'avait pas de lieu d'être.
par-delà ce sondage, on voit bien que sur la question de la peine de mort et sur la question de l'envie d'un pouvoir fort et efficace, les Français sont plébiscites, quelles que soient les études. On voit bien. Mais le Front National a renoncé à mettre la peine de mort dans cette campagne présidentielle. Ils ont mis la perpétuelle et incompressible. Vous savez, moi je crois que ce que savent surtout les uns et les autres, c'est que ça n'a pas d'importance ce qui arrive à Madame Le Pen, parce que les gens votent pour elle en se fichant complètement que son parti soit ou pas pourri. C'est pour sanctionner les autres. Voilà, c'est ça. C'est exactement le même phénomène. On va vers celui qui dit non, qui veut renverser la table, comme on dit, qui veut renverser le système. Et qui n'a jamais exercé le pouvoir. Et qui est là pour emmerder les autres. C'est pour emmerder les autres qu'on vote pour Madame Le Pen, peu importe ce qu'elle fait elle-même, et même à la limite, peu importe ce qu'il y a dans son programme. La question étant... La question que vous posiez, c'était pourquoi les médias n'en font pas autant sur Marine Le Pen et François Fillon. Moi, je crois que la réponse, c'est en partie parce que on pense, peut-être à tort, que le fameux plafond de verre, c'est-à-dire le fait que Marine Le Pen n'arrive jamais, que le Front National n'arrive jamais à passer la barre des 50%. La barre des 50%, et donc n'arrive jamais à être au pouvoir. Et moi, je crois que c'est aussi ça qui fait que les médias ne mettent pas suffisamment l'accent. Je suis d'accord, mais je pense que c'est la raison. C'est parce qu'au fond, on pense qu'elle ne sera pas présidente de la République. Vous faites référence à la presse establishment américaine avec Trump. Voilà, une sorte de... je ne dis pas autre chose. Je ne dis pas autre chose. C'est très inquiétant. Je donne simplement ce que je pense être l'explication. C'est très inquiétant. Je dirais simplement à Roland de ne pas être trop injuste avec les titres du Monde par l'espèce. Je pas de tourner de temps. Ils étaient mieux faits à l'époque. Mais la limite entre, si vous voulez, l'aspiration à l'autorité qui est partout dans tous les discours, même celui de Manuel Valls, même celui de qui vous voudrez, à gauche, à droite, etc. Et l'autoritarisme, elle est quand même très, très, très ténue. Mais ça n'a pas de rapport avec les demandes de la société. Si, c'est une demande de la société, c'est une aspiration de la société. En tout cas, c'est ce que croient les partis. Voilà, c'est ce que croient les partis. Mais en tout cas, ça nourrit un climat qui est extrêmement dangereux. Après, la question, c'est de savoir, à partir de tout ce que vous avez dit les uns et les autres, si les conditions d'un bon report au deuxième tour, au second tour, pour François Fillon, s'il est au second tour, vont continuer d'être réunis, ou bien si ce qui est en train de se passer maintenant va détourner une partie de l'électorat de droite en colère de voter Fillon, et eux, ils vont aller directement chez Marine Le Pen, et l'électorat de la gauche de s'abstenir. Et si l'électorat de la gauche s'abstient, eh bien Marine Le Pen peut être élue. C'est ça toute la question politique qui est en train d'être posée, que les marchés, d'ailleurs, on dit les marchés l'argent, mais les marchés ont décidé avant nous, parce que les marchés internationaux, que ce soit à Londres... Ils auraient mieux fait de regarder... Ils regardent de près la situation française, et on voit déjà que est en train de s'installer la crainte, l'hypothèse... d'une victoire de Marine Le Pen. C'est ça qui est grave dans la situation actuelle. Et c'est d'ailleurs pour ça que, pour la première fois... Mais enseignés par leur propre... ils n'ont pas vu ce qui se passait dans leur propre pays. Donc peut-être que c'est la première fois qu'on a un candidat de droite acculé dans une situation de dos au mur et qui dit publiquement attention, vous allez faire passer Marine Le Pen. C'est quand même extraordinaire parce qu'il constate ce qui se passe en ce moment dans les sondages. Vous me direz, ça n'est que des sondages, dans lesquels les points qu'a perdu Fillon sont allés sur Marine Le Pen. On fait comme si ça avait profité à Macron. Macron est resté stable. C'est Marine Le Pen à qui ça a profité et du coup, mécaniquement, Fillon est passé troisième. Alors vous allez nous commenter le dernier. Il y a là un vrai risque de transfert. Dès le premier tour. Vous allez nous commenter le dernier Harris interactif, avec donc sur 6000 personnes, ce qui est quand même pas mal. Donc Marine Le Pen est à 24, Macron est à 21, Fillon est à 19, Hamon 14 et Mélenchon 12. Donc vous disiez, Roland, et là c'est ce que vous disiez, la même chose, c'est-à-dire que les électeurs de Fillon, en s'effritant, ils vont chez Marine Le Pen ? Oui, elle a pris à peu près 2,5 points dans cette fameuse quinzaine historique. Elle a pris 2,5 points
à Fillon. Dans l'opinion, elle était encore plus haut. Hein. Oui, parce qu'il y a un problème technique, on ne va pas s'embarquer là-dedans, mais les mouvements sont tout à fait convergents. Oui. Et alors, au deuxième tour, dans l'opinion cette semaine, face à Macron, 66 Macron, 34. Faisons attention au sondage vote de second tour, aucun sens aujourd'hui. Aucun sens. Mais c'est une indication d'opinion. C'est pas une vraie indication d'intention de vote, mais ça montre quand même que le plafond de verre est toujours là. Sous l'autorité absolue de Roland Quérol. Non, mais ce qui apparaît peut-être, c'est s'il y avait un glissement des électeurs de Mélenchon sur Benoît Hamon, c'est qu'il y a 3 hypothèses. Tout est possible. Second. Tout est possible. C'est-à-dire dans un mouchoir de poche, Macron, Fillon et même Hamon. Si Jadot amène 2%... Hamon, s'il est très dépendant pour se redresser, parce qu'il est il est en pente glissante, là, il perd régulièrement, mais la seule façon de se redresser, il a perdu 3 points en 10 jours. Tout va jouer, c'est quand même beaucoup. Surtout il va se mettre à parler. Pour se redresser, il lui faut le soutien, le désistement du candidat écologiste. À ce moment-là, il se retrouvera dans une zone un peu plus convenable. Tout va se jouer... Carole Roland, dans un mois avant l'élection, aujourd'hui, on a pour l'instant cette simple photographie quotidienne, on va dire, qui est le momentum. Mais est-ce qu'on peut imaginer que tout peut s'inverser ou tout peut vraiment se décider sous le contrôle du spécialiste. Roland, vous êtes notre arrêtez. Mais enfin, quand même, dans les présidentielles, on a vu toutes ces dernières années que ça se jouait beaucoup. En janvier-février, on se souvient de la guerre Chirac-Balladur. Février, ça se retourne. Voilà, enfin, il y a un mouvement en janvier, ça se retourne vraiment en février. Et donc, c'est souvent des mois déterminants. Donc, est-ce que la tendance qui se dessine dès aujourd'hui, à savoir que Fillon est 3e, voilà, est-ce que Fillon peut redresser ça en 6, 7 ou 8 semaines. Il fait ses calculs, Georges-Marc, qu'est-ce que tu écris là? J'ai le sentiment, et on l'a vu un peu au primaire, que probablement ça ne va pas se jouer en janvier-février. Probablement plus tard, au dernier moment, par caprice, par surprise, par plasticité, et qu'on risque d'avoir un vote surprenant de dernier moment. Fin avril. Il y a de toute façon maintenant dans chaque élection un vote de dernier moment qui est de plus en plus important et donc en effet il faut intégrer. Il y a une volatilité de l'électorat et une façon de se déterminer qui n'est plus assise sur des comportements historiques, des attitudes ancrées dans ceci ou dans cela, mais dans une espèce de grand chambardement et les gens se déterminent parfois sur des micro-événements ou sur des attitudes ou sur des phrases qui n'ont pas plu et donc cette proportion-là est de plus en plus importante. Mais c'est parce qu'il y a une offre politique qui n'est pas la même. Aussi, bien sûr. Voilà. Mais il y a aussi probablement plus médiocre. L'autre question, c'est de savoir si Emmanuel Macron peut tenir la distance. Bien sûr. Et ça, nous n'en savons rien parce que, il n'a pas encore été attaqué. Il va l'être. C'est évident. Ça commence. D'une part, résistera-t-il à ces attaques? Quelle sera la nature des attaques? Et l'autre chose, c'est qu'il ne pourra pas tenir toute la campagne à la godille, comme ça, comme au ski. Et si vous voulez, il ne pourra pas être un morceau de phrase qui peut plaire à la gauche, suivi d'un morceau de phrase qui est destiné à plaire à la droite. Et ce jeu-là va finir par indisposer. Pour le moment, ça lui a profité, mais ça... Absolument. Et s'il sort de l'ambiguïté... S'il sort de l'ambiguïté, ça peut faire c'est compliqué. L'enquête Harris Interactive que vous avez citée montre que les électorats qui se disent le moins sûrs de rester sur leur candidat sont ceux de Macron et de Hamon. Alors qu'assez bizarrement, ceux de Le Pen et de Fillon sont très solides. Très solides pour le moment. Ça veut dire qu'en effet, tout peut arriver. Je crois que ça oblige aussi à un changement des stratégies de campagne prévues. Fillon expliquait après la primaire... La légitimité est gagnée au départ, il faut calmer le jeu, tout se jouera maintenant dans les 5 dernières semaines. Je crois que là, il est obligé de faire une campagne beaucoup plus active, mais une campagne qui doit changer de nature. C'est-à-dire, s'il va rencontrer des vrais gens, comme on dit, il se fait accueillir avec des bordées d'injures. Donc il faut qu'il se centre beaucoup plus sur les meetings et sur les médias, où là, c'est lui qui contrôle sa parole. Après, il y a les gens qui sont capables de juger. Mais il n'y a pas ces gens qui viennent sans arrêt polluer une campagne. Et je crois que du coup, on va avoir une campagne qui va être extrêmement importante toutes les semaines jusqu'à la dernière. C'est en
permanence, que les gens devenus plus consommateurs, plus volatiles, veulent suivre ça. Je suis très frappé des audiences de toutes les chaînes qui parlent, y compris sur l'information continue. La conférence de presse de Fillon a été très suivie. Voilà, et donc, voilà, à tout moment, il peut se passer quelque chose qui bouge les choses, et une fois que les choses sont bougées, que les gens voient les sondages, c'est une nouvelle occasion pour eux de savoir où ils vont mettre leur vote. Je ne sais pas si c'est si bizarre. Enfin, moi, je suis pas spécialiste. Plus en plus parce que Marine Le Pen et François Fillon sont des gens qui ont quand même des électorats assez identifiés, assez solides. Donc, ça m'étonne pas que c'est... Voilà, ils ont un noyau dur, c'est clair. Emmanuel Macron, c'est plus fragile, c'est vrai, parce que c'est un peu de tous les côtés, mais... il me semble qu'avec ce qui se passe du côté des Républicains et de la candidature Fillon, il devrait sans doute droitiser son discours. Il a fait son discours. Il a commencé à le faire. Il a fait, oui. Mais il va probablement continuer. Il y a quand même un gros désarroi. Avec le risque, Carole, que ça déplaise à certains électeurs de gauche. Et moi, oui, mais... Je suis pas sûr. S'il le faisait, ce serait une bêtise de la même manière que de gauchir il est dans une position un peu ambiguë. Moi, mon sentiment, je parle aussi devant un ancien rocardien, c'est qu'il est trop rocardien, il est trop horizontal. Et je suis assez d'accord avec Jean-François Kahn qui écrivait cela dans Marianne, je crois, cette semaine. C'est-à-dire sur les questions quand même qui traversent la société française, l'immigration, la laïcité, les frontières, il est très horizontal, très libertaire, et là probablement il va avoir un problème. Il faut qu'il rajoute de la verticalité, c'est-à-dire de l'autorité, du régalien, sur les valeurs de la droite. Sur les valeurs, il n'est pas libertaire, il est sur les valeurs de la gauche. Sur les valeurs, Macron est sur les valeurs de la gauche. C'est dans son programme qu'il envoie des signes à la droite, mais pas sur ces valeurs. Sur ces questions-là, est-ce que justement il n'est pas contre, il n'est pas de l'extrême gauche. Est-ce qu'il a vraiment capté la société française? Tout dépend parce de que savoir comment il les assume. C'est peut-être sa fragilité sur ces questions justement d'immigration, de laïcité, où il peut être, en tout cas, le candidat des villes, des bobos face à une Marine Le Pen qui est la candidate du peuple. Moi, je suis, en tant que démocrate, assez inquiet sur cette confrontation. Elle n'est pas si évidente que ça pour, en tout cas, que les démocrates gagnent. C'est possible aussi que les programmes jouent moins et que les gens votent sur une impression, l'impression de la rénovation, l'impression du changement. Il ne faut surtout pas créditer Marine Le Pen d'être la candidate du peuple. Tous les candidats qui obtiennent des suffrages ont des suffrages populaires. Il faut arrêter avec ces classifications qui sont valorisantes pour Marine Le Pen et dévalorisantes pour les autres et qui sont injustes. Simplement, ça fait 15 ans que le Front National est premier chez les ouvriers et les chômeurs. Mais ils n'ont pas le monopole du peuple. Ah ben absolument. Pas le monopole du peuple, voilà. Petite phrase... Merci. Merci à tous et merci à Pauline Hellmann d'avoir préparé cette émission et merci à toute l'équipe technique. À très vite, merci. La prochaine fois, j'amène, comme j'irai